On parlait de l'impact. Oui, ben, je pense que c'est un aspect très intéressant qu'on on veut comprendre en fait quelles sont les motivations du phénomène OVNI. Moi, j'ai décidé en fait de me pencher sur en fait sur cette composante-là du phénomène pour deux raisons. Bon, la première, c'est parce que j'ai un background de psychologue. J'ai fait une licence de psychologie à l'université de Genève, donc je pensais que j'étais assez bien outillé, en tout cas théoriquement, pour aborder cette composante. Et de l'autre, parce que je pense que cette composante est délaissée traditionnellement par la littérature ufologique, que ce soit la littérature anglo-saxonne ou la littérature francophone, qui se concentre sur l'aspect physique du phénomène. Alors moi, mon approche, c'était de comprendre pourquoi certaines personnes voyaient beaucoup plus d'ovnis que d'autres, parce que les contacts répétés, c'est quelque chose de fréquent. On peut penser aux contactés, aux abductés, ou même aux simples témoins de RR1, donc de rencontres rapprochées, d'observations d'ovnis, comme on dit. Euh, et puis donc c'était répondre à cette question-là, pourquoi certaines personnes voient plus d'ovnis que d'autres. Et la deuxième, c'était quel est l'impact d'une observation ou d'un contact avec le phénomène OVNI sur la conscience et sur les gens en général. Et je suis arrivé en fait à la conclusion que les diverses manifestations du phénomène OVNI, que ce soit les abductions, les mutilations animales, les crop cycles, les MIB, sont en fait des manifestations à caractère symbolique pour faire évoluer les êtres humains vers une conscience écologique. Donc en gros, c'est la trame de mon livre. Alors, sur ce point-là, je suis entièrement d'accord avec Fabrice. Ce sont des agents du changement, effectivement. Le titre est très bien choisi. Moi aussi, dans mon livre, j'ai étudié les conséquences comportementales suite aux enlèvements ou aux contacts. J'ai particulièrement apprécié l'approche de Kenneth Ring et sur sa destination Oméga et son rapprochement entre finalement ce que vit un enlevé et la façon dont ses comportements se modifient ensuite quand il est restitué à la société et les NDE, effectivement, il y a beaucoup de ressemblances. Et je pense qu'effectivement, le phénomène, Michel Picard aussi le dit très bien, tous ces phénomènes, à mon avis, provoquent une accélération de conscience sur l'humanité globale, à mon avis, pour lui faire passer un mauvais cap. Voilà. Il me semble que là, si nous n'étions pas aidés, finalement, nous irions droit dans le mur. Il y a un cap difficile pour l'humanité et je pense que c'est une aide. Alors maintenant, qui est derrière cette aide et comment elle se traduit exactement, ça, après, on peut avoir des différences de vue. Mais sur le principe même de l'aide, du coup de pouce qu'on donne évidemment individuellement, mais il y a des conséquences au niveau de la société globale, hein, parce qu'il y a je veux dire, ça concerne énormément de personnes, ça concerne peut-être des millions de personnes. Donc on n'est pas au cas par cas, on n'est pas à 10 personnes dans un pays ou 100 personnes dans un autre, pardon. Donc il ne peut pas ne pas y avoir des conséquences. Quand on atteint ce nombre de NDE, ce nombre d'abductés, etc., il y a forcément un impact sur le comportement social global. Mmh. Oui, bah, tout à fait d'accord avec Christelle. C'est que l'impact concerne énormément de monde, mais n'est pas manifeste. C'est un impact qui est subversif, qui est latent et qu'on ne peut pas traiter. Subversif, qu'est-ce que tu entends par subversif? Subliminal? Ouais. Non, non, c'est pas subliminal, mais si on prend par exemple le cas des abductions, les abductés sont souvent en fait traumatisés. C'est le premier effet en fait sur ces gens-là. Et il y a une espèce d'intégration de l'expérience sur le long terme. Sur le temps, oui. Sur le temps, qui positive l'expérience et l'impact. Oui, tout à fait d'accord. C'est en cela que je dis que c'est subversif. Ah d'accord. Parce qu'à premier abord, ça semble négatif, puis ça se transforme. Il y a une rétroaction positive. Absolument. Mmh. D'accord. Oui, c'est très subversif là. Donc les auditeurs l'auront compris, aujourd'hui on va parler de l'individu, de la société, des pays, des nations et de
de cette prise de contact, alors à titre individuel ou à titre sociétal, comme l'a étudié Christelle. Ce qui nous intéresse, c'est ce livre qui n'est pas sorti, mais nous profitons aujourd'hui de ta présence pour en parler. Alors, est-ce qu'on peut considérer de la même manière la prise de contact, c'est-à-dire à titre individuel et pour une nation entière ou pour un pays? Est-ce qu'on peut considérer que les réactions sur les personnes seront les mêmes? Et je vais commencer par toi, Fabrice. Est-ce que tu penses qu'une personne contactée seule, dans les mêmes conditions que s'il était tout un pays, ressent la même chose? Non, pas difficile de répondre à la question en fait, parce que bon, je pense que Christelle, lui, aborde plutôt la question de l'impact sur les institutions. Parce qu'en fait, c'est une question assez vague. Tout dépend, c'est un impact sur les institutions militaires, politiques. Tout dépend aussi du contexte, enfin, de l'hypothèse cadre, l'hypothèse fondatrice. Moi, effectivement, je me suis basé sur l'hypothèse d'une intrusion extraterrestre. Je pense que ce n'est pas le cas de Fabrice, qui parle plutôt d'une hypothèse Gaïa. Hein, c'est autre chose. Donc, à partir du moment où les points d'entrée, les données d'entrée sont pas les mêmes, forcément en sortie, c'est pas, le résultat sera pas similaire. Hein. Donc, on parle pas tout à fait de la même chose. Il faut bien préciser que, effectivement, dans le cas des extraterrestres, enfin, selon mon hypothèse, on peut regarder ça. Le niveau du contact au niveau individuel, on peut le regarder au point de vue global sur la société. Par contre, si on dit que l'origine est autre qu'extraterrestre, et bon là je laisserai Fabrice développer, mais on va avoir donc une analyse différente, hein, forcément, du sujet. Ouais, tout à fait d'accord. Bon, moi je pars aussi de l'hypothèse que le phénomène, donc l'intelligence qui produit ces manifestations, ne peut pas, disons, est restreint en fait dans son impact, dans la mesure où il peut communiquer, mais seulement sous certaines conditions. Et je pense que certains individus, donc c'est justement une des questions à laquelle je voulais répondre avant en disant qui voit plus d'ovnis que d'autres. Certains individus sont prédisposés à être contactés en fait par cette intelligence. Et ce sont des gens, justement, Christelle a avant parlé du projet Omega du professeur Kenneth Ring, donc qui est professeur de psychologie à l'université, qui dit que les gens qui ont ces NDE ou ces expériences avec le phénomène OVNI sont souvent des gens qui font preuve de dissociation et qui ont un mécanisme de défense donc tout à fait normal et non pathologique qui consiste à fractionner l'ego dans des situations difficiles. Donc c'est intéressant de voir que le contact avec le phénomène OVNI, disons, est favorisé quand certains individus se trouvent dans certaines conditions mentales, souvent dans des états altérés de conscience. Ce qui n'empêche pas que le contact peut aussi se faire dans des conditions normales. Oui, parce que là, c'est aussi l'histoire de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire qu'on peut très bien considérer que c'est le premier contact qui a généré ensuite une personnalité fractionnée et peut-être des dons psychiques qui ne serait donc que la conséquence d'un premier contact, parce que vous savez que très souvent les contactés, enfin les enlevés, ont des premières expériences très très jeunes, en étant enfants. Donc effectivement, on constate très souvent des dons psychiques et du moins des comportements psychologiques un peu hors normes chez les contactés. Mais est-ce que ces comportements étaient déjà là, présents avant le contact et que finalement ça explique le contact, ou est-ce que c'était justement l'inverse? La question peut se poser. C'est une question qui est toujours ouverte en fait, même chez les chercheurs les plus avancés. Jenny Randall se posait la question récemment, John Mack, qui n'est plus de ce monde aussi. Donc c'est une question qui reste ouverte, effectivement, mais il y a une corrélation entre des capacités paranormales, la clairvoyance, la télépathie, la télékinésie, et puis ces expériences avec le phénomène OVNI. Donc, ce qui me fait dire que le phénomène OVNI n'est peut-être qu'une facette des manifestations paranormales en général. Ou le contraire. Moi, je vois plutôt le phénomène paranormal comme une facette du phénomène OVNI. Par exemple, dans les lettres ou mythes, on voit, il nous explique en long et en large qu'ils développent des facultés télépathiques, et que leur science leur permet de faire des choses qui nous paraissent
impossible, miraculeuse. Et donc, dans les rapports aussi de contactés, on voit très souvent, on entend très souvent dire que les êtres qui ont été vus, approchés, ont des dons, ont des manifestations psychiques bien supérieurs à ceux de la race humaine. Voilà. Donc, je pense que le fait d'évoquer des dons psychiques ne peut pas à lui seul réfuter l'hypothèse Gaïa ou l'hypothèse extraterrestre, quoi. Je veux dire, c'est un élément en plus, mais ça ne permet pas de dire telle hypothèse finalement est plus valide que l'autre. Mmh. J'étais en train de vous écouter, moi, tout simplement. Il est en train de dormir, il est très fatigué. Je me suis mis en spectateur dans cette émission pour provoquer l'échange, laisser l'animateur de côté et voir ce que ça va donner, ce que va donner cette discussion. Est-on prêt actuellement est-on prêt à ce contact? Et est-ce que l'être humain est prêt à un contact? Alors, ça dépend. De quel contact parles-tu? Alors, tu me proposes quoi comme contact? Alors, je te propose, par exemple, je vais rapidement parler du contact individuel, tel qu'on le vit aujourd'hui, pour ensuite peut-être parler un petit peu du contact au niveau de la société. Tout à fait. Alors le contact individuel... En sachant que, je t'arrête un instant Christelle, en sachant que Fabrice intervient lorsqu'il le désire pour réagir à ce que tu dis. Mais bien sûr, nous sommes des hommes de consensus et tout se passe très bien entre nous. Nous nous déchirerons à mort la semaine prochaine. Non, Fabrice est un excellent skieur, donc rien que pour ça, nous serons amis à vie. Je confirme. Alors, au contact individuel, aujourd'hui, le phénomène reste, j'appelle ça un seuil sous-conscient, subliminal, subconscient. C'est-à-dire que on a l'impression que tout est fait pour que la société dans son ensemble ne prenne pas conscience de cette réalité. Hein. C'est-à-dire que les manifestations sont toujours brouillées, discrètes, furtives. Elles sont quelquefois évidentes pour un petit groupe de témoins, mais il n'y a jamais de preuves matérielles, il n'y a jamais de preuves scientifiques au sens vraiment premier du mot. Hein. C'est-à-dire on a laissé un objet qui, sans aucun doute, est de nature ceci ou de nature cela. Je veux dire, quand on retrouve des implants, il est assez difficile de dire qu'ils proviennent d'outre-monde. Quoi quand même qu'il y ait des pistes qui permettent de dire que c'est pas terrestre. Donc le contact aujourd'hui individuel, selon moi, rentre dans le cadre d'une stratégie extraterrestre qui se comprend parce que vous savez, Fermi a le paradoxe de Fermi qui dit que si les extraterrestres existaient, ils devraient être là puisque la galaxie est ancienne, elle n'est pas si grande que ça. Il avait calculé que en 20 millions d'années, toute la galaxie devrait être colonisée en partant du principe que ces races colonisatrices seraient capables d'aller à seulement 0,5% de la vitesse de la lumière. Ce qui est très faible en fait. Hein. On peut considérer que dans un jour très prochain, l'homme sera capable de le faire. Et donc, selon ce calcul, si la galaxie était habitée d'êtres intelligents, en 20 millions d'années, ce qui représente une goutte d'eau dans l'océan du temps, elle aurait dû être complètement peuplée. Mais si elle est peuplée, pourquoi ne voit-on personne? Et mon livre, j'avais failli l'intituler « Le ridicule paradoxe de Fermi », parce que pour moi, c'est complètement ridicule, ça tient pas debout. Il a complètement oublié de prendre en compte des paramètres sociaux, des paramètres... oui, c'était un scientifique, donc l'aspect, psychologique lui a échappé totalement. Pour moi, c'est évident qu'une race aujourd'hui sait très bien qu'elle ne peut pas prendre pied, atterrir à Washington et être filmée par CNN. Parce que attention, il faut bien expliquer que nous aurons véritablement connaissance de quelque chose à partir du moment où CNN le filmera. Tant que ça ne sera pas filmé par CNN, ça n'existera pas. Bon, je referme la parenthèse. Un tel événement, j'en suis persuadé, déchirerait complètement le tissu social. Ça générerait des crises existentielles de la société en série qui se concluraient par
une ruine totale de notre civilisation. Donc, si on part du principe que les extraterrestres sont des gens quand même relativement intelligents, ils sont forcés de connaître les conséquences de leurs actes à ce niveau-là. Et à mon avis, ils les savent très bien, puisqu'à mon avis, ils savent très bien modéliser nos comportements, et ils savent très bien les conséquences qu'aurait un tel type d'acte. Et donc, eh bien, ils n'interviendront pas officiellement. Pas tant que la société ne sera pas capable, ne sera pas assez mature pour supporter le choc existentiel. Es-tu si sûr que cela, que les extraterrestres savent modéliser nos comportements ? Ce que je veux dire par là, c'est que, on en parlait avec Bud Hopkins sur cette antenne, c'est que les abductions ne veulent plus dire grand-chose. Elles ne veulent plus dire grand-chose parce que le matériel génétique, on peut le trouver très facilement sans avoir besoin d'enlever la personne, de l'emmener dans un vaisseau ou quoi que ce soit. On n'en a plus besoin de tout ça. Et pourtant, il y a toujours ces mêmes histoires. Donc, ils étudient encore le comportement. Non, mais parce que Bud Hopkins a une interprétation au premier degré. Moi, j'ai écrit dans le plan pour sauver la Terre, justement, mon interprétation du phénomène de l'enlèvement. Et pour moi, toutes ces histoires de bébés hybrides, c'est entièrement symbolique. Et c'est le symbolisme, justement, d'une hybridation culturelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils vont débarquer, notre société, et quand on analyse Lévi-Strauss, qui a étudié, donc un ethnologue de réputation mondiale, qui a étudié les chocs de société, il en a toujours déduit que quand il y a un choc frontal entre deux sociétés, eh bien, il y a soit une société qui l'emporte et l'autre qui disparaît, ou alors, et c'est la seule, autre possibilité, il n'y en a pas une troisième, de ce choc résulte un troisième pattern, c'est-à-dire que la société la plus faible se transforme en autre chose. Et dans le cas d'une rencontre avec une civilisation plus avancée que la nôtre, c'est ce qui se passerait. Nous nous transformerions en autre chose et ce serait notre seule façon de survivre. C'est-à-dire que il y aurait forcément ce que j'appelle une hybridation culturelle. Et sans cette hybridation, nous ne pourrions pas survivre. Christelle, ça me paraît toujours bizarre d'entendre, il y a cette solution, il y a celle-là, il n'y en a pas d'autre, ça n'existe pas. Ça, c'est Lévi-Strauss qui le disait dans le cas de rencontre de deux civilisations. Bon, on va dire qu'on n'est pas obligé de le croire sur parole. Mais alors, dis-moi. Il n'y a que deux réponses. Oui, je sais, c'est assez binaire. J'aime pas la logique binaire. J'ai passé 40 ans à réfléchir sur un sujet. Donc je me permettrai pas de donner mon opinion là-dessus. Non, mais si tu vois une troisième hypothèse, dis-la moi, ça m'intéresse. Mais le binaire, ça m'a toujours posé problème. Fabrice, une réaction Oui, alors je le rejoins de nouveau complètement sur l'aspect symbolique de toutes les manifestations d'OVNI. Elles ont toutes, une composante symbolique très forte et psychique. Symbolique, je développe justement un cas dans mon livre OVNI et les agents du changement sur le cas du docteur X, où c'est une mise en scène en fait qui est destinée à ce docteur-là. C'est un cas qui s'est passé à Sisteron, donc en 1968. Donc toute la manifestation en fait est truffée de symboles qui est un appel à l'éveil de la conscience. Et même chose avec les mutilations animales, où on sait que la vache est l'animal le plus sacré en fait sur Terre, qui était vénéré par les Égyptiens, qui est vénéré encore maintenant par les Hindous. Et, au McDonald's aussi. Oui, chez Ronald, ouais, effectivement. Et ce qu'on voit, c'est que mutiler une vache, ça revient presque à transposer de manière symbolique les meurtrissures qu'on cause à la planète. Et on voit aussi que toutes ces mutilations en fait touchent principalement les organes génitaux. Et les organes génitaux, c'est justement ce qui fait l'objet d'une attention particulière des extraterrestres avec les humains. Donc là, on voit que ces phénomènes d'enlèvement ou de mutilation animale sont fortement sexualisés. Et tout cela a un sens parce que la sexualité est par définition, comme le disait Paulo Coelho, donc le fameux auteur brésilien, auteur de l'Alchimiste, la sexualité en fait est une voie royale à la compréhension de soi. Et pourquoi ? Parce que la sexualité en fait englobe toutes les trois plus grandes composantes chez l'homme. Ça englobe l'intellect, les émotions et le corporel.
Donc tout ça est complètement symbolique. Et moi, et crop circles aussi. Alors là, c'est carrément évident et patent quand on voit en fait ces images, ces configurations qui renvoient en fait à la géométrie sacrée. J'ai vu encore un stand ici consacré à cette géométrie. Donc tout ça a un lien, une forte connotation symbolique. Des chercheurs comme Bud Hopkins ne voient pas, et je suis étonné parce que c'est quand même c'est le pionnier en la matière. C'est l'une de ces hypothèses que j'ai données tout à l'heure. Ce n'est pas sa conclusion. D'accord. Mais c'est un sujet auquel nous avons parlé. C'est une question qui avait été posée par Marie-Thérèse de Brosse. Pourquoi les abductions ont encore lieu de cette manière? Ont-elles encore lieu de cette manière actuellement, alors que le matériel génétique peut être trouvé très facilement? Bah oui, par exemple, le fait de prélever des éléments du corps, que ce soit des organes ou des sécrétions, le fait d'enfoncer des aiguilles qui font très mal, etc., pour prendre du matériel génétique, ça n'a absolument aucun sens. En tout cas, on travaille sur le mental de l'humain. Il faut savoir que ce sont les muqueuses qui sont prises chez les animaux. Ce sont la plupart du temps des muqueuses lors des mutilations animales. Et les muqueuses, si je ne me trompe pas, sont les endroits dans lesquels qu'on utilise ou dans lesquels on trouve le plus de gènes et le plus d'informations concernant l'être vivant. Oui, c'est pas faux du tout. Alors si je peux rappeler moi mon interprétation du phénomène, parce qu'on a parlé un petit peu de la démutilation animale et des crop circles, moi j'avançais une hypothèse, je vous la rappelle comme ça pour le débat. Partant de l'hypothèse ovnienne qui interagit avec notre société, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que ça pouvait représenter symboliquement les mutilations animales. J'avais pas pensé aux meurtrissures et à la vache sacrée indienne. Par contre, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est l'étroite corrélation entre les endroits géolocalisés où les mutilations et les crop circles se produisent et les bases militaires. Et pas n'importe quelle base militaire, des bases militaires américaines ou anglo-américaines. Alors, et là, j'y ai vu un message très fort. Je sais que les Américains développent des armes incroyables de nouvelle génération. Il faut savoir que les États-Unis ont le plus gros budget de la défense au monde. Ils dépensent plus de 1000 milliards de dollars par an de façon officielle. Alors si on compte les black programmes, là, ça crève le plafond. Et à mon avis, ces manifestations montrent du doigt des dangers potentiels pour notre planète et pour la survie de l'espèce humaine. Je pense qu'on nous montre là des gens qui font des choses pas très belles. Je suis sûr que ça va faire réagir Fabrice. Oui, alors évidemment, parce que je consacre toute une partie de mon ouvrage à ceci, et pour montrer en fait que le phénomène ovni, qu'il soit d'origine extraterrestre ou gaïenne, comme moi j'essaye de le démontrer, il montre une forte préoccupation pour tous les problèmes environnementaux. Donc on a eu donc grâce à Monsieur Steven Greer plusieurs hauts responsables du Pentagone et du complexe militaro-industriel qui sont venus et qui ont expliqué que le phénomène OVNI est intervenu, alors non seulement survoler les bases américaines, comme le montrent en fait des documents maintenant déclassifiés, soit du département de la Défense, du FBI ou de la CIA. Mais je pense que ces documents ne montrent qu'une facette de ce qui s'est passé, car maintenant nous avons justement des responsables militaires qui sont venus et qui ont pris le courage de témoigner et d'expliquer qu'effectivement, non seulement il y a eu des survols de ces bases atomiques, mais il y a eu des interventions directes sur des ogives nucléaires à coups de rayons. Donc on a eu justement ce qui s'est passé à Vandenberg en 1964, on a eu toutes les survols des bases en 1975. Malmstrom Base aussi, voilà. Il s'est passé des choses incroyables. Les portes des silos des ogives se sont ouvertes même. Les ogives ont été paralysées. Les Minutemen, je crois qu'il y a eu 10 Minutemen complètement paralysés. Oui, et c'est ce qui s'est passé aussi à Rendlesham Forest. Donc c'est un cas que c'est passé en Europe, au Royaume-Uni. C'était des bases donc sur sol anglais mais contrôlées par l'OTAN et qui disposaient aussi d'armes nucléaires. Et les derniers développements du cas montrent qu'en fait, toute cette intervention, toutes ces manifestations d'OVNI, donc en décembre 1980, ont eu pour cœur, comme centre d'intérêt, en fait, ces ogives nucléaires, puisque des rayons auraient été tirés sur ces stocks. Alors, on voit effectivement l'affinité pour le phénomène au nucléaire, avec le nucléaire. Depuis Nagasaki et Hiroshima, les premières explosions atomiques, à partir de ce moment-là, on a vu des survols ostensibles, très nombreux, au-dessus de tous les sites nucléaires possibles et imaginables, que ce soit des sites militaires ou des sites civils. Alors, j'aimerais développer quelque peu, Fabrice,
la manière dont tu as travaillé sur les ovnis et l'écologie, en quelque sorte. C'est d'ailleurs le titre de cette conférence que tu vas donner un peu plus tard à Châlons-en-Champagne. OVNI écologie, OVNI et planète. Est-ce qu'on serait avec les extraterrestres entre guillemets, les aliens ou autres, est-ce qu'on serait face à comment dire, à une sécurité de l'univers qui nous alerte de la destruction de notre environnement? Alors, sécurité de l'univers, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense sécurité de la planète, vu que je développe la thèse gaïenne. Oui, je peux donner un autre exemple concret. Donc, je ne sais pas si cet exemple s'appuie sur des sources crédibles, mais apparemment, durant l'incident en fait de Tchernobyl, là, je crois que c'était en 1984, deux ingénieurs en fait, ont été réveillés, ça s'est passé la nuit, pour aller sur le site et constater l'ampleur du drame. Et quand ils sont arrivés sur le site, ils ont vu une espèce de sphère lumineuse qui tirait des rayons aussi sur le réacteur endommagé. Et ils ont pu mesurer, en fait, en arrivant, donc un très haut degré de radioactivité sur leur compteur Geiger. Et après l'intervention donc de l'OVNI, ils ont pu noter une baisse très sensible de la radioactivité sur le site. Donc on peut parler effectivement de police, en tout cas de gardiens de l'écologie planétaire. Mais ça concerne pas seulement le nucléaire, ça concerne aussi les combustibles en fait fossiles qui détruisent en fait l'atmosphère actuellement. Puis on en a les effets. On a eu les effets patents avec Katarina là cet été, et puis la vague de chaleur sur la France, les inondations, ça devient vraiment catastrophique. Ce qu'on a vu, c'est que en 1880, on a commencé à souiller l'atmosphère, surtout en Angleterre avec la révolution industrielle. L'humanité est complètement entrée dans une autre phase, de son évolution, et on a commencé à ce moment-là à avoir des apparitions d'OVNI avec les airships en 1897. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la vague en Scandinavie en 1946, ou la vague au-dessus des États-Unis en 1947, ou même au-dessus de la Russie en 1946, parce qu'il y a eu aussi une vague à cette époque-là, là-bas, suite aux essais nucléaires, et suite aussi, surtout, à l'augmentation du carburant fossile en 1945, parce qu'il faut savoir que la plus grande, je dis pas émission, mais augmentation, dans l'absolu, s'est passée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de pollution de carburant fossile, et c'est à ce moment-là qu'apparaissent les ovnis partout. Donc là, encore une fois, il y a un lien très fort avec l'écologie. De manière générale, lors des enlèvements, on a réussi à trouver des schémas répétitifs d'enlèvement. Marie-Thérèse de Brosse le dit très bien dans son livre et l'exprime très bien. D'ailleurs, il y a eu quelques modifications de ces schémas, puisque dans les premiers schémas d'enlèvement, on parlait surtout de visites guidées, de la soucoupe dans le système solaire ou ailleurs. Et puis ça s'est transformé petit à petit vers des opérations donc génétiques et d'hybridation. Mais en tout cas, il y a quelque chose aussi qui est resté dans ces schémas types répétitifs. C'est en général, on montre à l'enlevé des messages, on lui montre donc des scènes de catastrophes écologiques, des tempêtes, des dévastations, des raz-de-marée, etc. Donc on lui montre aussi des guerres, d'ailleurs, c'est assez terrible. Et ce leitmotiv revient très très souvent. Alors est-ce des messages vraiment prophétiques? Non, on en a eu la preuve. C'est-à-dire que très souvent, on a bien vu que la réalité ça s'était pas traduit en réalité. Par contre, on voit bien quand même qu'il y a cette volonté d'avertissement, aussi bien au niveau de l'écologie qu'au niveau des futures guerres probables. Alors maintenant, pour en revenir à l'écologie, là je suis entièrement d'accord avec Fabrice, nous ne sommes pas dans une bonne situation. Par exemple, le risque le plus élevé pour nous en ce moment, c'est le risque climatique. Nous sommes confrontés à l'emballement possible du réchauffement planétaire. Si le réchauffement était linéaire, peut-être qu'on s'en sortirait. Si par contre il y a un emballement, nous risquons de disparaître, c'est clair. Et il y a des tas d'éléments aujourd'hui dont on ne connaît pas assez les paramètres. Et je veux dire par là que nos modèles prévisionnels sont bâtis sur des moyennes.
et ne prennent pas en compte vraiment ces risques d'emballement. Je prends quelques exemples. Il y a comme gaz à effet de serre, vous avez le carbone, CO2, et vous avez le méthane aussi. Le méthane qui est un gaz 5 fois plus gaz à effet de serre que le gaz carbonique. Or, le méthane, il y a des dégagements très importants de méthane potentiellement dans la mer, dans ce qui s'appelle les cathlates. Ce sont des poches très spéciales qui renferment du méthane. C'est une sorte de glace d'eau qui se forme à des pressions et des températures très précises. En général, on les trouve dans les fractures de plateaux continentaux aux alentours de 200-300 mètres de profondeur. Et ce méthane contenu dans ce qui s'appelle les cathlates représente une source de méthane absolument fantastique. À tel point que si c'était dégagé, notre atmosphère subirait un réchauffement. Je sais pas le chiffrer, hein, mais ça serait un réchauffement dramatique pour nous en tout cas. Or, il se trouve que cette glace d'eau très particulière est sensible au réchauffement. Et il suffit du réchauffement de quelques degrés ou de quelques dixièmes degrés de l'océan pour que tout d'un coup on assiste à une grande libération de méthane provenant donc des fonds marins. Ensuite, on retrouve aussi le même problème avec les sols gelés, ce qu'on appelle le permafrost, c'est-à-dire tous ces sols gelés de la Sibérie, du Canada, qui sont gelés toute l'année, et donc ce gel conserve ces sols qui sont des sols organiques, avec des traces d'herbe, etc., de mousse, de lichen. Donc tout ça est gelé, et ça fait une couverture qui empêche finalement ces sols de se décomposer et de libérer du méthane. À partir du moment, là on l'a constaté, le réchauffement a commencé, ces sols, ces permafrosts, sur des surfaces incroyables, commencent à dégeler et subissent des périodes de dégel dans l'année qui libèrent donc qui commence à libérer une quantité de méthane importante. Alors jusqu'où ça va aller, on ne sait pas, mais en tout cas, plus on libère du méthane, et plus ça réchauffe la Terre. Et donc plus ça réchauffe la Terre, et plus on va encore libérer du méthane. Alors justement, selon ton étude, Fabrice, même si tu souhaites répondre à Christelle ou rajouter des informations, c'est toi qui vois. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, selon ton étude, est-ce que ces phénomènes inexpliqués essaye de prévenir la santé de l'être humain ou la santé de la Terre? Qu'est-ce qui, selon les études que tu as fait, ressort le plus? À qui l'alerte est-elle donnée? C'est-à-dire qu'il s'adresse à nous, la force s'adresse à nous, parce que évidemment nous sommes, c'est comme ça, dominants, mais est-ce que c'est vraiment nous qui devons être sauvés, ou plutôt notre environnement et la planète? Ouais, alors je pense que c'est complètement lié. Je veux dire, les mystiques, les Indiens d'Amérique, en fait, toute cette ribambelle de population, toutes ces traditions ancestrales, lisent toutes la même chose, c'est qu'on fait partie de la Terre et qu'on est fils de la Terre, mais qu'on est aussi, maintenant on le sait, l'espèce la plus évoluée sur Terre, et on a un rôle à jouer très important là-dedans. Donc, je vais peut-être rebondir sur l'hypothèse Gaïa, développé par James Lovelock. Alors lui, en 1978, il pose l'hypothèse que la Terre est un organisme vivant. Donc par organisme vivant, il faut comprendre que la Terre est un système, donc composé de plusieurs phénomènes, et que ce système est en évolution. Et lui, il dit, un système, par définition, est organisé en fonction d'un but. Et le but de Gaïa, c'est la préservation, en fait, de toute forme de vie qui la compose. Donc lui, il a pu scientifiquement démontrer que son hypothèse de la planète Terre en tant qu'entité vivante est une hypothèse donc, qui tient la route. Il l'a fait en étudiant plusieurs phénomènes terrestres, quoi que ça puisse être. Donc par exemple le taux de salinité dans les mers, ça peut être la composition de l'atmosphère, ça peut être en fait tous ces éléments. Et il s'est dit, tiens, c'est marrant, tout ça est stable, alors que ça ne se passe pas sur d'autres planètes. Donc effectivement, il y a des phénomènes d'autorégulation qui entrent en matière et qui font que la Terre, en fait Gaïa, l'entité, fait en sorte que les conditions pour que la vie se développe et prospère sur Terre soient réunies. Après, certains philosophes des sciences et d'autres penseurs
ont développé cette hypothèse en disant, tiens, effectivement, la Terre est un être vivant, mais peut-être qu'elle a une conscience. Et je pense justement que l'être humain est à la pointe de cette conscience et participe pour une grande partie à la constitution de cette conscience gaïenne. En fait, toutes les formes de vie alimentent cette conscience, et l'être humain, évidemment, est à la pointe de cette contribution à la conscience. Donc ces avertissements, ces manifestations à caractère symbolique, s'adressent évidemment à l'homme, mais à la planète aussi, à la conscience de la planète. Mais en même temps, n'est-ce pas la faute de l'être humain si la planète se trouve dans cet état-là? Enfin, y a-t-il intérêt vraiment à nous garder, nous, fouteurs de bordel sur cette planète? Si, parce qu'on constitue l'âme de la planète. C'est ça qui est paradoxal. C'est qu'elle a aucun intérêt à nous balayer, alors que James Lovelock, lui, il le dit dans le livre, si on continue sur cette voie, c'est ce qu'il a dit l'autre jour sur BBC, lui, il a dit, on est en guerre contre la planète. Et la planète, comme son but, c'est justement de préserver toute vie, elle va être sans pitié, elle va nous éradiquer. Moi, je suis pas complètement convaincu. Moi, je pense qu'elle a besoin de nous pour s'alimenter, pour alimenter sa conscience, et nous anéantir, ça serait peut-être s'anéantir elle-même. Christelle, je reprends sur ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire les interventions extraterrestres sur les centrales nucléaires, sur les énergies polluantes. Et je te pose la même question qu'à Fabrice. Est-ce que tu ressens un désir, dans ce que tu as étudié évidemment, un désir de la part de ces extraterrestres de sauver la planète ou de sauver l'être humain? Bon, c'est une question à géométrie variable. Oui. Alors, déjà, l'hypothèse extraterrestre et l'hypothèse Gaïa, je dirais, ne sont pas forcément mutuellement exclusives. Et moi, je m'accommode très bien des deux simultanément. Je m'explique. Quand on prend par exemple le dossier Humo, que je connais bien, les Humites nous montrent une réalité qui est bien différente de celle qu'on connaît habituellement. Et ils nous montrent qu'il existe une conscience collective, qu'il y a une existence physique, et que tous nos âmes et nos corps sont reliés à cette conscience collective, qu'il y a des connexions physiques, informatives entre la conscience collective de la Terre et son biotope, l'intégralité de son biotope, c'est-à-dire toutes les formes de vie qui sont présentes sur Terre, et y compris l'homme. Et les Humites nous expliquent qu'il y a des informations qui vont dans les deux sens, et que l'évolution sur Terre est pilotée par la conscience collective. Et c'est la conscience collective qui fait donc muter les organismes vers toujours du plus intelligent, du plus conscient. Donc, pour moi, c'est une représentation aussi de Gaïa. Donc, pour moi, il n'y a absolument pas antinomie, par exemple, entre la vision Humite et puis la vision de James Lovelock sur le sujet. Est-ce que vous voulez dire tous les deux que ce seraient les êtres humains par leur conscience collective, alors là c'est plus pour Christelle effectivement, qui appelleraient à leur venue des extraterrestres? Ah oui, alors ça aussi c'est une suggestion intéressante. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'humanité est en détresse. Carl Jung le disait, l'humanité est dans une situation psychologique catastrophique. Bon, déjà, par exemple, depuis l'éradication, je dirais, dans la pensée globale du christianisme et de certaines formes de religion, l'homme a perdu sa relation avec son inconscient, quoi. Et aujourd'hui, il aurait bien besoin, en tout cas, son inconscient exprime le besoin de l'arrivée d'un médiateur cosmique. Son inconscient exprime le besoin d'une parousie et que quelqu'un vienne le sauver. Et je pense qu'effectivement, l'inconscient collectif lance des messages de détresse. Ça, c'est ce que je ressens et c'est ce que je comprends en même temps. Ensuite, est-ce que Gaïa va nous envoyer quelqu'un pour nous sauver, ou du moins va interagir avec notre demande et nous fournir les moyens de nous surpasser? Je ne sais pas. Dans la vision Humite,
ce que peut faire la conscience collective dans la matière incarnée sur Terre est quand même limité, surtout que c'est un processus très long qui nécessite de la durée. C'est-à-dire qu'en un claquement de doigts, la conscience collective ne va pas être capable de fabriquer ou de modifier le cerveau des êtres humains ou de fabriquer de la matière. Enfin, je veux dire, ces pouvoirs d'action quand même sont limités. Par contre, j'espère que les ethnies extraterrestres donc, qui nous surveillent, qui nous pilotent distraitement depuis des milliers d'années, ont les moyens de nous aider. Voilà, je l'espère sincèrement parce que je pense que seul, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci. Alex.